Bonjour et bienvenue dans le podcast du partage, le podcast qui souhaite accompagner les aidants qui s'occupent d'un proche de plus de 65 ans. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce 6e podcast qui s'ouvre sur un printemps plein d'espoir puisque nous allons vers un déconfinement qui va faire du bien aux relations humaines. Nous continuons néanmoins à vous proposer ce rendez-vous sonore mensuel pour être au plus près de vous et ainsi tenter de vous donner des pistes pour vous aider au mieux. Ce mois-ci, vous pourrez entendre Valérie avec la seconde partie sur l'agressivité chez la personne âgée, plus précisément chez les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Mathilde vous invite à méditer et vous emmène dans une découverte de la méditation de pleine conscience. Laissez-vous guider, ça fait du bien. Pour ce podcast, Edwige vous parle des personnes qui interviennent au domicile, professionnels de santé mais pas que. Ce sont aussi des intervenants dans le domaine du prendre soin de soi, par exemple. Et pour ce 6e épisode, nous sommes partis à la rencontre de Fanny Prévisani, qui pratique le métier de TC-APSA. Oui, j'ai bien dit, TC-APSA. Bien sûr, dit comme ça ne vous dit rien. Je vous donne juste un indice. C'est un métier en lien très étroit avec les aidants et c'est un métier très utile. Donc n'hésitez pas à écouter l'interview de Fanny à la fin du podcast pour découvrir cet étonnant métier. Et de suite, nous avons pu directement lui tendre le micro. Voici Fabienne du Baromètre, presque en chair et en os, qui nous annonce de bonnes nouvelles. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Bonjour. Bonjour, c'est Fabienne sur à l'épicerie Le Baromètre. Je suis donc avec Valérie en direct. La petite épicerie est grande ouverte aujourd'hui. Il y a du soleil. Qu'on en profite bien. J'en profite pour faire un grand ménage de printemps, pour pouvoir vous installer le plus confortablement, avec vraiment une grande envie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mai et que vous aurez grand plaisir à revenir boire un petit café et partager ensemble ce petit moment du partage par ici sur Romette. Je vous embrasse avec Marianne et on vous dit à très bientôt à l'épicerie sur la terrasse. Pour cet épisode, je vais aborder l'agressivité chez la personne âgée. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode numéro 5 et aujourd'hui, je vous parlerai en particulier de l'agressivité chez les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Car souvent, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, on pense souvent à la perte de mémoire et à la confusion de la personne. Mais il existe d'autres troubles du comportement dont l'agressivité fait partie. Quelles en sont les causes ? Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont agressives, tandis que d'autres sont épargnées par ce trouble. Des chercheurs de l'Université du Kansas ont démontré que les problèmes d'identification constituaient le principal facteur de prédiction de l'agressivité chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Effectivement, il semblerait qu'oublier la nature de certaines choses ou leur emplacement provoque des réactions agressives. D'autres études affirment que les malades d'Alzheimer agissent parfois agressivement à cause des effets indésirables, maux de tête, constipation, nausées, de certains médicaments prescrits contre l'anxiété. Les patients dont l'incapacité de communiquer expriment ainsi leur inconfort face à ces symptômes en devenant encore plus irritables. Donc la première chose à faire pour surmonter l'agressivité liée à la maladie d'Alzheimer est d'essayer toujours de déterminer d'où elle vient et ce qu'elle cache. L'agitation et la violence du malade signifient-elles qu'il a faim ou soif ou est effrayé ? Est-ce une réaction à quelque inconfort dans son environnement ? Parce que l'agressivité peut aussi intervenir lorsque la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer est frustrée et en colère après elle-même, lorsqu'elle souffre de perte de mémoire. Les idées délirantes et hallucinations peuvent aussi accroître l'agressivité.
L'utilisation de médicaments pour traiter l'agressivité chez les personnes atteintes de démence présentant des comportements agressifs est loin de faire l'unanimité. Et puis, les réactions de colère, agressives ou pas, sont aussi une question de personnalité. La maladie ne gomme pas les traits de caractère développés durant toute une vie. Certaines personnes seront fatalistes, impuissantes, découragées devant les empêchements provoqués par la maladie, alors que d'autres les refuseront farouchement, en particulier celles qui ont toujours mis un point d'honneur à prendre leur vie en main. Donc, comprendre les raisons des tensions est un premier pas. Se dire que son conjoint s'énerve, parfois jusqu'à devenir agressif, parce qu'il souffre de ce que lui impose sa maladie, permet de lui redonner une place de personne à part entière qui pense et réagit. On évite ainsi de le cantonner dans la position d'un malade d'Alzheimer dépersonnalisé. Si cette démarche d'empathie et d'écoute vaut la peine d'être tentée, elle n'est pas toujours facile au quotidien, c'est certain. Et vous avez donc toujours besoin d'une grande dose de patience. Quelle stratégie adopter pour aider la personne Alzheimer agressive ? Alors, voici quelques techniques qui ont aidé de nombreuses personnes à faire face à l'agressivité de leurs proches. Tout d'abord, étiqueter. Mettez des signes et des étiquettes sur les portes des pièces ou sur les objets d'utilisation commune, comme les horloges ou le téléphone, pour rappeler à quoi ils servent. Collez des petites notes explicatives sur les placards pour rappeler à votre proche ce qu'ils contiennent. Puis, vous pouvez identifier les déclencheurs habituels d'agressivité. Lorsque vous avez identifié les situations qui provoquent plus particulièrement l'agressivité de votre proche, vous pouvez réfléchir à une façon de faciliter les transitions. Par exemple, si votre proche n'aime pas sortir de la maison, vous pouvez aborder ce processus étape par étape. Lui proposer de se lever, puis de mettre ses chaussures, mettre son manteau, etc. Faites preuve de logique aussi, sans accuser votre proche. Si vous trouvez la montre de votre proche dans le sucrier, par exemple, ne l'accusez pas. Demandez-lui gentiment comment elle est arrivée là, et s'il ne sait pas, réfléchissez logiquement avec lui, sans vous moquer. Et puis après tout, une montre dans un sucrier, c'est comme un cadeau, une surprise. On retrouve ce qui a été égaré, c'est positif. Ensuite, essayez d'accepter ses sentiments. L'écoute empathique est importante. Proche que c'est normal d'être parfois frustré, triste ou solitaire. Utilisez un ton rassurant. Souriez et tentez d'avoir l'air agréable. Votre visage transmet un message important. Votre propre sérénité peut aider votre proche à se calmer. Adoptez une routine quotidienne régulière. Le rituel est important pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle permet de minimiser le nombre d'événements inattendus et stressants. Tentez d'ignorer les comportements agressifs. Si la distraction et le soutien ne fonctionnent pas, tentez d'ignorer l'agressivité de votre proche. Si la situation est menaçante, assurez-vous que votre proche ne risque pas de se faire du mal. Éloignez-vous le temps qu'il se calme. Gardez le sens de l'humour. Si vous parvenez à anticiper les hauts et les bas dans l'humeur de votre proche et à garder votre sens de l'humour, vous avez des chances de plus facilement surmonter les moments difficiles d'agressivité de votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Pas toujours facile, c'est sûr. Essayez la musique. Parfois, le simple fait de chanter ou d'écouter un titre apprécié de votre proche peut le calmer. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 2 du podcast où je vous parle des bienfaits de la musique sur la relation avec votre proche. Ne restez pas seul, cherchez un soutien. Vous pouvez également participer à des groupes de parole ou des cafés des aidants, des rencontres avec des professionnels comme le Bartage par exemple, ou auprès d'associations locales d'Alzheimer. Partagez vos expériences, profitez de celles d'autres aidants et déchargez votre cœur. Sachez également que si la maladie d'Alzheimer est incurable, l'agressivité est une étape en général passagère chez les malades. Néanmoins, ces troubles du comportement peuvent mettre en difficulté la relation avec votre proche. Lorsqu'il est trop difficile de faire face, n'hésitez pas
à faire appel au baluchonnage par exemple, pour prendre un peu de répit. Nous vous en avons parlé dans l'épisode numéro 5. Et si cela devient très compliqué, un accueil en EHPAD peut être envisagé. Aujourd'hui, la plupart des EHPAD sont équipés en unité de vie Alzheimer. Dans tous les cas, armez-vous de patience et de douceur, c'est important. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e podcast et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de la méditation de pleine conscience. Cela va nous rappeler un petit peu la séance de yoga que je vous avais proposée lors du 3e podcast. À travers cette méditation, l'idée est de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Mais alors, la méditation de pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? Elle trouve son origine dans le bouddhisme. La pleine conscience a pour objectif d'entraîner son esprit à se concentrer sur le moment présent. Lors de cette méditation, la personne se recentre sur sa respiration, ses sensations, un mouvement, ses émotions ou ses pensées. Elle serait efficace pour réduire le stress, l'anxiété et la douleur. Cette pratique est accessible à tous. D'ailleurs, nous en faisons déjà un peu tous, de temps en temps, de façon furtive, comme quand nous nous promenons en forêt ou même quand nous regardons un feu de cheminée, par exemple. Voici donc quelques conseils pour méditer en pleine conscience dans votre quotidien. Premièrement, la position, la posture. De préférence assise, soit au sol, soit sur une chaise. Sur celle-ci, le dos ne doit pas s'appuyer contre le dossier, mais restez bien droit. Pour autant, vous n'avez pas à rester tendu et contracté durant tout l'exercice, pour rester droit. Allongez la colonne, trouvez la bonne inclinaison du dos qui vous permettra de rester droit sans trop d'effort. Maintenez cette position et détendez le reste du corps. Il est déconseillé de pratiquer la méditation de pleine conscience allongée car cela favorise l'endormissement. Yeux ouverts ou fermés. À vous de choisir ce que vous préférez, mais si vous avez les yeux ouverts, votre regard doit se fixer devant vous sur le sol. Ne regardez pas autour de vous. Fixez une durée avant de commencer. Lorsque nous méditons, le temps file totalement différemment. Le risque est donc de se demander toutes les 2 minutes depuis combien de temps nous méditons. Fixez une horaire par jour. Contrairement à de nombreuses idées reçues, dans la méditation, il ne s'agit pas de penser à rien, mais plutôt laisser passer les pensées, les sensations, les sentiments, sans s'y attarder. Durant votre méditation, l'important est de garder votre attention dans le moment présent. Alors, elle pourra s'attarder sur 2 types de sensations. Les sensations intérieures, vos sentiments, pensées, angoisses qui vont inonder votre esprit au fur et à mesure. Laissez-les venir. Notez-les, ne les jugez pas, ne vous jugez pas et laissez-les partir. Les sensations extérieures, ce sont celles apportées par votre corps et par votre sens. Oui, toucher, goût. Notez les mouvements d'air, les sensations d'inconfort de votre corps. Comme pour les pensées, notez ces sensations, ne les jugez pas, laissez-les aller. Lorsque vous êtes submergé par des émotions, des soucis, que votre cerveau reprend son tourbillon habituel, ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas, c'est tout à fait normal de se laisser emporter par les pensées. Notez-les, mettez-les mentalement sur un post-it, laissez-les partir. Recentrez-vous sur le moment présent. Accrochez votre attention à un détail, votre respiration, votre corps, un bruit régulier, pour vous aider à recentrer votre attention dans le présent. Au début, vous vous laisserez souvent emporter par vos pensées, mais ne vous découragez pas, au fur et à mesure, vous parviendrez à fixer de mieux en mieux votre attention. Important dans la pratique de la méditation en pleine conscience est la régularité de la pratique. Plusieurs courtes séances de méditation sont plus efficaces que de longues séances pratiquées de façon irrégulière. Pour finir, voici un petit exercice de mise en pratique.
Choisissez un moment où vous disposez de 10 minutes et trouvez un endroit calme pour vous asseoir confortablement. Portez votre attention sur votre respiration alors que vous inspirez. Remarquez la sensation au bout du nez alors que l'air entre dans votre corps. Continuez à respirer normalement. Remarquez la dilatation de vos poumons alors qu'ils se remplissent d'air et leur contraction avec l'expiration. Continuez de cette manière à observer le mouvement de votre respiration pendant 10 minutes. Les premières fois que vous pratiquerez, vous trouverez sans doute que vous passez beaucoup de temps perdu dans vos pensées plutôt que concentré sur votre respiration. Il s'agit simplement de remarquer ces distractions intérieures et de se reconcentrer. Vous pouvez ainsi perdre le focus et ramener votre attention de nombreuses fois en quelques minutes. Avec la pratique, vous trouverez probablement que vous arrivez à maintenir votre concentration plus longtemps et être moins distrait par les pensées et les émotions qui surgissent. Il s'agit de prendre une position d'observateur des pensées qui surgissent et disparaissent dans son esprit. Aller marcher, prendre une douche, prendre une collation sont autant d'occasions de pratiquer de la pleine conscience. Il s'agit de porter attention aux sensations et perceptions variées de l'expérience, de prendre conscience de l'esprit qui vagabonde, puis de recentrer son attention sur les sensations et les perceptions du moment présent. Je vous dis à bientôt sur le podcast du Bartage. Prenez soin de vous. Le podcast du Bartage, on l'écoute quand on veut, où on veut. Bonjour à tous. Lors des 2 derniers épisodes, j'avais évoqué avec vous l'aménagement du domicile, puis du jardin. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les personnes qui interviennent au domicile. Quand arrive la dépendance ou la perte d'autonomie, un certain nombre de professionnels du soin rentrent dans vos vies. Auxiliaires de vie, infirmiers, kinés, orthophonistes, podologues, psychologues peuvent être présents régulièrement pour vous dispenser des soins d'hygiène, de confort, pour maintenir vos capacités le plus longtemps possible. Mais avant d'en arriver là, lorsque nous nous sentons encore jeunes, mais que certaines tâches commencent à nous poser problème, des réponses existent. Oh là là, j'ai de plus en plus de mal à faire les vitres. Passer la tondeuse me coûte de plus en plus. 2 solutions s'offrent à vous. Continuer à faire sans aide, au risque de tomber de l'escabeau, de se bloquer le dos, ou bien faire appel à une aide extérieure. En effet, une aide à domicile, un jardinier, pourront vous soulager et vous permettre de garder un lien social. Vous allez me dire que cela a un coût. En effet, mais selon votre situation, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge ou d'un crédit d'impôt. Alors n'hésitez pas, renseignez-vous et faites appel au service à la personne. Lorsqu'arrive le temps où sortir de son domicile devient compliqué, car nous ne pouvons plus conduire par exemple, notre regard se porte sur l'entretien de la maison et il arrive parfois que l'on s'oublie un peu. Notre bien-être, notre paraître passe au second plan. Il vous semble loin le temps des rendez-vous pour une coupe de cheveux, un soin du corps, une manucure. Pourtant, c'est encore possible. Faites venir une coiffeuse à votre domicile pour un vrai moment de détente. Massage du cuir chevelu et papotage en perspective. À la fin de la séance, vous voilà avec une nouvelle tête et au courant de tous les événements qui se sont passés près de chez vous. Un certain nombre de professionnels se déplacent au domicile, comme les coiffeuses, les esthéticiennes, les opticiens. Voici venu le moment de vous parler de loisirs, de détente. Le fait de rester à son domicile peut nous couper du monde extérieur et l'ennui peut vite arriver. Des associations ou structures proches de chez vous peuvent proposer des activités à votre domicile.
Sur mon territoire, par exemple, un service de portage de livres s'est mis en place. Des associations organisent des visites de courtoisie. Certains organismes proposent des ateliers individuels au domicile, sur le sport, l'alimentation, le numérique. Rapprochez-vous de votre mairie, elle pourra certainement vous renseigner sur les actions présentes sur votre territoire. Voilà, ma rubrique est terminée et je vous dis à bientôt. Voici le moment venu de découvrir qu'est-ce que le TCAPSA. Bonjour Fanny, peux-tu nous dire qui tu es et qu'est-ce que donc le métier de TCAPSA ? Bonjour, je m'appelle Fanny Prévisani, j'ai 36 ans et je suis depuis 4 années maintenant, donc date de la validation de mon diplôme, technicienne coordinatrice de l'aide psychosociale aux aidants. C'est un métier qui a une dizaine d'années, créé à l'origine par Jean Bouisson et Hélène Amieva, tous deux professeurs de psychogérontologie à l'Université de Bordeaux. Et ils sont partis d'un constat de départ, donc les aidants seraient en France entre 8 et 11 millions, à accompagner un proche malade en situation de handicap ou de dépendance quotidiennement. La licence professionnelle a donc été créée afin de former des professionnels dédiés spécifiquement aux aidants, afin de leur apporter un soutien accru en termes de prévention et d'accompagnement. C'est un métier qui peut s'exercer dans quelle structure ? Les TCAPSA peuvent s'intégrer dans différentes structures médico-sociales, des associations, les CCAS, les plateformes territoriales d'appui, des entreprises aussi d'aide à la personne et encore d'autres structures. En Gironde, c'est la Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle qui a développé l'aide aux aidants et la création de postes de TCAPSA. Donc sur Bordeaux, vous pouvez trouver l'équipe ESAD qui est composée d'une TCAPSA, d'une psychologue, d'une assistante sociale, d'une secrétaire et d'une ergothérapeute. Donc ESAD, équipe de soutien aux aidants donc à domicile. Sur le territoire des Graves, donc un petit peu plus au sud, vous trouverez l'ESAD des Graves, qui est composée donc d'une TCAPSA en poste à plein temps. Et donc sur la communauté de communes rurales de l'Entre-deux-Mers, où j'exerce mon métier, je suis basée au sein de l'EHPAD Anna Milton à Targon, qui appartient à la Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, depuis donc 3 années maintenant, et j'ai été mise à disposition des professionnels et des aidants de ce territoire afin de leur proposer mes services dans la gratuité. Qui peut faire appel à vous ? Tout un chacun peut nous solliciter, que ce soit un professionnel du monde médico-social qui constate chez son patient, par exemple, un vécu difficile dans son rôle d'aidant, ou un aidant directement qui se pose des questions sur cette situation et qui a besoin de faire un point global. N'importe qui, connaissant un aidant en besoin d'aide. Pourquoi avoir choisi ce métier, Fanny ? Alors j'ai choisi ce métier à un moment de ma vie où j'étais en questionnement professionnel. J'ai vécu personnellement une situation d'aidance auprès de mon père quand j'étais plus jeune et j'ai été très interpellée par ce que la licence proposait. Et cela fait écho à mon vécu. Donc je me lève tous les matins avec le sentiment que mon métier est plein de sens. C'est un métier de l'humain, c'est prendre en considération le travail engagé par les aidants auprès de leurs proches. C'est souvent constater des situations difficiles à domicile. C'est offrir un espace d'échange, d'écoute à l'aidant qui me permettra de bien connaître son vécu et de mettre en place et proposer des actions pertinentes. L'aidant est le premier pilier du domicile et s'il ne va pas bien, la situation du binôme peut rapidement se dégrader. Et le TCAPSA est là pour apporter un soutien accru. Quel est ton contexte de travail ? Donc je travaille sur un territoire qui est plutôt rural et les problématiques de mobilité et d'isolement sont bien présentes. Donc mes déplacements à domicile sont nécessaires auprès des publics fragiles et isolés. Et la maladie aussi isole et restreint le cercle des visites de proches. Et la crise du Covid par-dessus me fait dire que les visites à domicile et ce qu'un TCAPSA apporte fait beaucoup de sens.
Et concrètement, comment cela se passe-t-il ? Donc comment ça se passe ? Je reçois une orientation par un professionnel, que ce soit par téléphone ou par mail. Je me fixe un délai de 48 heures pour prendre contact une première fois avec un aidant et lui proposer une première visite. Lors de cette première visite, je réalise une évaluation globale de ses besoins et s'enclenche ensuite un accompagnement individualisé sur du long terme en général, avec des visites régulières et un suivi téléphonique qui vont me permettre, en fonction des besoins des aidants, de mettre en place des actions de coordination, des démarches administratives et du suivi, de la mise en relais avec certains professionnels, de l'apport d'informations, un éclairage sur les dispositifs existants et bien d'autres choses encore. L'objectif étant de créer un lien de proximité qui permet de faire avancer les situations d'accompagnement de manière positive. Quels conseils pourrais-tu donner aux aidants ? Alors, je pense que quand on est aidant et qu'on se retrouve en difficulté, la première des choses serait d'en parler et de ne pas rester seul avec des questionnements et un vécu difficile. Donc, en parler peut-être à ses proches, à son médecin traitant, de téléphoner aux différents services qui existent dans le champ de la perte d'autonomie et du handicap afin d'être orienté, en tous les cas en première intention. Il est important d'être soutenu, aiguillé. Une situation peut vite devenir complexe. Et en tant qu'aidant, on peut souvent penser qu'il est de notre devoir et responsabilité de gérer seul jusqu'au bout. Et il n'en est rien. Plus l'on va prévenir, soutenir et anticiper certaines problématiques, et plus les parcours de vie seront fluides. Et comment vois-tu l'avenir ? Alors nationalement, il est vrai qu'il y a un focus grandissant qui est en train d'être réalisé sur les aidants familiaux, avec la création de certaines aides spécifiques, donc ce qui est plutôt très positif. Maintenant, il manque encore peut-être de moyens financiers supplémentaires permettant de soutenir des actions concrètes auprès des aidants, et par exemple la création de postes de TCA-APSA en EHPAD ou dans d'autres structures apporterait sûrement un bénéfice dans le champ de l'aidance. Merci beaucoup Fanny et merci de nous avoir fait entendre ton enthousiasme et de nous avoir familiarisé avec ton métier qui pourra donner des pistes, pourquoi pas, aux aidants qui nous écoutent. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les informations citées dans ce podcast dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez toujours écouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Addict. Et n'hésitez surtout pas, si vous le souhaitez, à nous contacter à l'adresse mail lepodcastdupartage@gmail.com ainsi que sur notre page Facebook du même nom. Nous nous retrouvons donc le mois prochain. L'été sera là, avec le soleil et la liberté, espérons-le. En attendant, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous.